La bataille de la Mandchourie. En Mandchourie, Staline a déclenché une embuscade surprise dans laquelle, profitant de la confusion japonaise, il a écrasé leurs forces en l'espace de quelques jours. L'attaque nocturne, combinée à un climat implacable et à des tactiques d'infiltration létale, a complètement paralysé l'armée ennemie. En quelques minutes, les Soviétiques ont saboté les communications clés et démantelé les points défensifs les plus critiques, scellant ainsi une victoire éclair qui a marqué l'histoire militaire de ces grands ennemis historiques. Dans la campagne de Mandchourie de 1945, l'armée soviétique a fait face à des milliers de tâches offensives. L'une des plus difficiles fut de percer les défenses japonaises imposantes en Mandchourie orientale. Dans les meilleures conditions, une opération de pénétration peut être coûteuse, mais un été mandchou peut rendre la tâche doublement difficile. Seule une planification intensive, une préparation méticuleuse et une conduite astucieuse de l'offensive pouvaient produire des résultats positifs. Tel était le défi auquel faisait face la 5e armée soviétique. La voie la plus directe d'approche depuis l'extrême-orient soviétique jusqu'en Mandchourie orientale passait par les collines de la Mandchourie orientale, depuis Harbin dans la vallée centrale, via Mutanxiang, à travers la frontière de l'extrême-orient soviétique à Suifeno, et dans la vallée du fleuve Ussuri au nord de Vladivostok. Bienvenue à Frontline War Mémoire. Le chemin de fer de Mandchourie orientale suivait cette route, et les Japonais avaient fortifié certaines des positions défensives les plus redoutables de la Mandchourie, ce qui démontre la valeur stratégique de cet accès. Ancrées à Suifeno, ces fortifications japonaises dominaient l'approche vers la Mandchourie orientale de manière très similaire à la façon dont la ligne Maginot canalisait les principales approches vers l'est de la France en 1940. Sur les flancs de cette zone fortifiée de Mandchourie se trouvaient des forêts denses et des montagnes escarpées que les Japonais considéraient comme impénétrables pour les armées mobiles modernes et difficiles à traverser, même pour l'infanterie. Apparemment, peu de penseurs militaires japonais ont réfléchi à l'expérience française sur un terrain similaire adjacent à la ligne Maginot en 1940. Les Soviétiques ont mieux étudié la bataille de France que les Japonais et ont imité l'exploit allemand de 1940 en traversant le terrain difficile de Mandchourie et en menant un enveloppement opérationnel des forces japonaises dans les zones frontalières. En envisageant des opérations en profondeur contre des objectifs stratégiques, ils ne pouvaient se permettre de laisser de grandes concentrations de forces japonaises sur les voies de communication et d'approvisionnement de leur arrière-garde. Les Soviétiques ont mené simultanément des opérations tactiques d'enveloppement peu profond contre les régions fortifiées afin de les isoler et de les détruire à moindre coût. Le commandement de l'Extrême-Orient a confié la tâche de percer les défenses japonaises en Mandchourie orientale au front de l'Extrême-Orient du maréchal K.A. Meretskov. La directive de la Stavka du 28 juin de 1945 a défini la mission du front, porter le coup principal avec 2 armées en direction de Mutanxiang pour pénétrer dans les régions fortifiées frontalières et atteindre une ligne allant de Poli à travers Mutanxiang jusqu'à Wangqing entre le 15e et le 18e jour de l'opération. Après avoir consolidé ses forces sur la rive occidentale du fleuve Mutan, ainsi qu'à Wangqing et Yanchi, le front poursuivrait l'offensive vers Kirin, Changchun et Harbin. Des armées séparées sur chaque flanc soutiendraient l'attaque principale de la 5e armée. Le maréchal Meretskov avait prévu de déployer son front en un seul échelon d'armée. Il désigna la 5e armée du général Krylov pour mener l'attaque principale en coordination avec la 1re armée à bannière rouge du général Beloborodov. La 5e armée attaquerait en direction de Mutanxiang, pénétrerait dans les défenses frontalières sur un secteur de 12 km au nord de Grodekova, détruirait le centre de résistance japonais de Volinsk, Kwanyoetai, dans la région fortifiée frontalière, et avancerait de 40 km pour sécuriser le passage de Taipinling et de Suifeno dès le 4e jour. Meretskov s'attendait à ce que la 5e armée avance entre 60 et 80 km en profondeur et assure le franchissement du fleuve Mulang à proximité de Mulang pour le 8e jour de l'opération. Pour le 18e jour,
L'armée devait avoir sécurisé Mutanxiang sur le fleuve Mutan, cela en conjonction avec la première armée à bannière rouge, avançant sur Mutanxiang depuis le nord-est. Une fois Mutanxiang sécurisé, le maréchal Meretskov prévoyait que le 10e corps mécanisé développe l'offensive jusqu'à Kirin, où il rencontrerait les forces du front transbaïkal qui avançaient à travers les montagnes du Grand Khingan depuis l'est. Par ailleurs, le quartier général du front apporta un large soutien en ingénierie à la 5e armée pour surmonter le terrain formidable, aider à la conduite des batailles nocturnes et contribuer à réduire les positions fortifiées. Les ingénieurs réalisèrent des reconnaissances, installèrent des camouflages et réparent et construisirent des routes et des ponts, des positions de défense et des lignes de sortie. Lorsque l'attaque commença, les unités d'ingénieurs sapeurs, faisant partie des plus de 100 groupes d'assaut formés dans la 5e armée, participèrent à la réduction des positions fortifiées. Pour compléter le travail des unités d'assaut, la 5e armée créa 2 détachements de déblaiement d'obstacles dans chaque compagnie de fusiliers de première ligne. Dans l'arrière-garde de chaque régiment de fusiliers se formèrent des détachements routiers et de ponts, composé d'un bataillon de fusiliers et d'un à 3 pelotons de sapeurs pour réparer les voies de transport et faciliter le mouvement de l'artillerie. Dans l'après-midi du 8 août, une fois les préparatifs pour l'attaque achevés, les échelons de combat de la 5e armée, enveloppés par l'anonymat de l'obscurité et trempés par les pluies d'août, se reposèrent sur leur position de saut et attendirent l'ordre d'avancer. De l'autre côté de la frontière, à 2 ou 3 kilomètres de distance, les Japonais se reposaient tranquillement, occupant uniquement des positions de tir sélectionnées dans leur zone fortifiée, peut-être endormis tant par la sécurité procurée par la pluie et l'obscurité que par l'espoir d'une bataille reportée ou par un état de torpeur. Les événements des premières heures du 9 août profitèrent de cette complaisance japonaise. Plus loin, dans l'arrière-garde japonaise, des attitudes similaires se manifestaient. Avec d'autres commandants de division de la 5e armée et un chef d'état-major, le commandant de la 124e division d'infanterie assistait à une conférence de 5 jours et à des manœuvres sur table à Yeho, quartier général japonais de la 5e armée. À 1 heure du matin du 9 août, les bataillons d'avant-garde de la 5e armée soviétique, avec des chars de soutien et des canons automoteurs, franchirent la frontière et, dans l'obscurité et sous une pluie intense, se dirigèrent lentement vers les positions japonaises. Ils avancèrent sans préparation d'artillerie, presque en silence, car la pluie torrentielle étouffait les sons de leurs mouvements. Pendant les premières heures de leur avancée, seul le feu dispersé des mitrailleuses et les explosions des grenades interrompirent le silence, tandis que les unités d'assaut soviétiques envahissaient de nombreuses positions japonaises qui étaient restées impréparées. Les bataillons d'avant-garde se répartirent en groupes d'assaut pour détruire des positions japonaises individuelles. Lorsque cela fut possible, ils s'infiltrèrent par les brèches dans les défenses japonaises pour menacer les flancs vulnérables des positions défensives individuelles et pour prendre l'arrière-garde des défenses. Ces bataillons d'avant-garde prirent de nombreuses positions avant que les Japonais ne puissent les occuper. Ils en prirent d'autres par surprise après de brefs et intenses combats. Dans certains des points forts principaux, les Japonais réagirent rapidement, occupant toutes les positions défensives et offrant une forte opposition. Dans le secteur du 65e corps de fusiliers, sur le flanc droit de la 5e armée, les bataillons d'avant-garde des divisions 190 et 97 de fusiliers avancèrent à travers un terrain très boisé et montagneux pour envelopper le Fortin-Kamel par le nord. À 4 heures, ils avaient pénétré dans la forêt, à une profondeur de 4 à 6 kilomètres, traversé la rivière Shunlianshuan et occupé des positions dans l'arrière-garde de Kamel. Simultanément, le bataillon d'avant-garde de la 144e division de fusiliers, sous le commandement du commandant Glazunov, attaqua le front du Fortin-Kamel. Les Japonais parvinrent à occuper toutes les positions à l'intérieur de Kamel et repoussèrent avec succès l'attaque initiale du commandant Glazunov. À 11 heures, le bataillon d'avant-garde, avec des chars et des canons automoteurs de 152 mm comme appui, était prêt à reprendre l'attaque. Après une intense préparation d'artillerie de 10 minutes, le commandant Glazunov envoya ses 4e et 5e compagnies contre le front de Kamel, tandis que le feu direct de ses chars et canons automoteurs couvrait l'assaut. La 6e compagnie attaqua Kamel par le sud,
L'assaut simultané s'empara de 4 fortins, tua 100 Japonais et ouvrit la voie pour l'avancée de la force principale de la 144e division de fusiliers. Au sud du fleuve Volinka, les bataillons d'avant-garde des divisions 215 et 63 de fusiliers du 72e corps de fusiliers avancèrent contre les fortins Sharp, Ofitserskaya et Per. Le 3e bataillon, du régiment 707 de fusiliers, de la division 215 de fusiliers, sortit à 1 heure en tant que bataillon d'avant-garde pour sécuriser les positions japonaises à Sharp. La compagnie du capitaine Sherbakov, du 3e bataillon du régiment 707 de fusiliers, attaquerait la position défensive japonaise principale à Sharp. Tout au long du 8 août, les officiers de la compagnie de Sherbakov étudièrent le terrain et les défenses et élaborèrent un plan pour s'approcher du point fort et le réduire. Ainsi, à 1 heure, les unités de reconnaissance de la compagnie avancèrent dans l'obscurité, se guidant à l'aide de l'azimut d'une boussole. Au fur et à mesure de leur progression, ils posaient des câbles téléphoniques pour que le peloton de tête les suive. D'autres pelotons suivirent en colonne. Chaque soldat portait une arme automatique avec 300 cartouches, un couteau et de 6 à 8 grenades à main. Ils avancèrent main dans la main pour éviter de se perdre dans l'obscurité et sous la pluie. Vers 3 heures, tandis que les sapeurs coupaient et marquaient la voie à travers le barbelé et le champ de mines, la compagnie s'approcha du point fort. À 3h15, les pelotons du capitaine Sherbakov avaient encerclé le point fort et d'autres compagnies du bataillon du capitaine Moskalev étaient en position pour assaillir Sharp. Cet assaut coordonné commença peu après 3h15 sans le soutien de canons automoteurs ni de chars, dont l'avancée était entravée par le terrain marécageux. Utilisant des explosifs, des lance-flammes à dos, des bouteilles d'essence et des grenades à main, le bataillon d'avant-garde a sécurisé environ la moitié des redoutes et des positions de tir à Sharp à 5 heures. Le bataillon d'avant-garde de la 63e division de fusiliers avait occupé la redoute Officer, immédiatement adjacente à Sharp, et préparé le chemin pour que les éléments principaux de la division avancent à travers le passage entre les redoutes Sharp et Per. L'assaut nocturne soviétique a totalement surpris les Japonais. Comme le moment de l'attaque, la nuit, les conditions climatiques et le mode d'infiltration de l'assaut ont provoqué une paralysie générale parmi les Japonais, les Soviétiques ayant rapidement coupé les communications ennemies dans de nombreux secteurs défensifs importants. Ainsi, les commandements japonais à tous les niveaux avaient, dans le meilleur des cas, une image inexacte des combats. Les Japonais ne se sont jamais remis de ce choc initial, et leur paralysie ainsi que leur incapacité à répondre efficacement aux attaques soviétiques ont persisté pendant le reste de la campagne. Attestant à cette confusion, le chef d'état-major de la 3e armée japonaise déclara que l'offensive des forces soviétiques fut si inattendue que l'état-major de l'armée, au cours de la nuit allant du 8 au 9 août jusqu'à midi le 9 août, ne sut ni ne put obtenir aucune information sur ce qui se passait à la frontière et quelle était la position des unités. La 5e armée japonaise reçut la notification de l'attaque par téléphone peu après 1 heure. Les premiers rapports des secteurs frontaliers mentionnaient des survols de la région frontalière et des bombardements soviétiques de positions japonaises à Utu. La 5e armée informa les incidents à la 1re armée de zone et convoqua les chefs d'état-major ainsi que les commandants de division à une réunion. À 3 heures, au club des officiers de Yeho, le commandant de la 5e armée annonça au commandement réuni que des bombardements d'artillerie étaient en cours et qu'un élément de leur infanterie soviétique semblait avoir franchi la frontière. Tandis que les Japonais réagissaient aux événements de l'aube du 9 août, l'offensive soviétique s'accélérait de manière écrasante contre l'armée impériale. Les bataillons d'avant-garde complétèrent le processus de couper des corridors à travers les positions fortifiées japonaises, même tandis que les unités de la force principale commençaient à avancer, mettant ainsi fin à l'occupation japonaise sur le territoire de la Mandchourie. Cependant, le 6 août, les États-Unis lancèrent la première bombe atomique sur Hiroshima. 2 jours plus tard, et Staline, suivant les accords pactisés comme cela a déjà été décrit, déclara la guerre au Japon et, le 8, initia l'invasion soviétique du Mandchoukouo et du nord de la Corée avec l'opération Tempête d'août ou bataille de Mandchourie. L'Union soviétique et les États-Unis avaient décidé de diviser la Corée en 2 zones pour faciliter la reddition japonaise
et établir une administration provisoire dans les zones occupées. La division se fait le long du parallèle 38, qui perdurera jusqu'à aujourd'hui, malgré les invasions continues de part et d'autre. Du 4 au 12 février de 1945, se réunirent à Yalta, en Union soviétique, les chefs des 3 principaux alliés. Parmi leurs accords, l'intention de maintenir l'Allemagne unie ainsi que d'éradiquer en elle le nazisme et ses auteurs intellectuels et économiques se démarqua. Le pays serait administré temporairement par l'Angleterre, les États-Unis et l'Union soviétique dans des zones qui se délimitent. Il fut également convenu que l'Union soviétique participerait à la guerre contre le Japon 3 mois après la cessation des hostilités en Europe. La progression alliée se poursuivit. Les Russes et les Américains se rencontrèrent sur l'Elbe. Dans les derniers jours d'avril, les Soviétiques pénétrèrent à Berlin qui tomba le 2 mai. Hitler et certains de ses plus proches collaborateurs se suicidèrent quelques jours auparavant. Le 8 mai, le reste de l'armée allemande se rendit, à l'exception de l'unité distinguée en Tchécoslovaquie qui se rendit le 9. Ainsi cessa la lutte armée en Europe. En juillet et en août de 1945, dans la ville allemande de Potsdam, eut lieu la dernière réunion des 3 grands. Cette fois, Truman remplaça le défunt Roosevelt. Churchill fut remplacé par Attlee, en raison du résultat des élections en Angleterre. Staline continua de diriger l'Union soviétique. Les accords de Yalta furent confirmés et précisés. La France participera à l'occupation de l'Allemagne et les frontières de la Pologne furent en partie définies. Le 8 août de 1945, l'Union soviétique déclara la guerre au Japon et ses troupes occupèrent la Mandchourie, la partie sud de l'île de Sakhalin, les îles Kouril et pénétrèrent dans le nord de la Corée. En 1948, les États-Unis imposèrent un gouvernement loyal dans le sud, ce à quoi l'Union soviétique répondit en cédant le nord au Parti communiste coréen, dirigé par Kim Il-sung. Les troupes soviétiques se retirèrent de la Corée, contrairement aux Américaines, qui, bien que réduites en nombre, demeurèrent dans le sud de la péninsule. Historiquement, la Corée a été une zone de discorde entre la Chine et le Japon. À la fin du XVIe siècle, le Japon envahit la péninsule dans le but de l'annexer et de l'utiliser comme base pour attaquer la Chine, ce qui donna lieu à la première guerre coréano-japonaise, remportée par la Corée avec le soutien de l'Empire chinois, à qui elle était tributaire. L'armée japonaise put être expulsée grâce à la domination navale coréenne qui empêcha le Japon d'envoyer des fournitures et des renforts à ses troupes. Dès lors, la Corée devint vassale de la Chine, situation qui se prolongea jusqu'à la défaite de la Chine dans la guerre sino-japonaise de 1894 à 1895 et la défaite de la Russie dans la guerre de 1905. Ces défaites laissèrent la Corée aux mains du Japon, qui annexa formellement la péninsule en 1910. Pendant la domination japonaise, la Corée fut utilisée comme plateforme pour l'invasion. La Mandchourie avait toujours constitué un territoire d'intérêt pour 3 États, la Chine, le Japon et l'Union soviétique. Traditionnellement, on la considérait comme un territoire chinois, mais elle jouissait d'autonomie. Depuis des temps immémoriaux, elle était sous domination chinoise, et d'un point de vue historique, ethnique et politique, elle faisait partie de la Chine. Sur le plan économique, c'était une région fertile, susceptible d'un développement important. La Mandchourie fut l'objet d'agressions et de violations constantes de la part du Japon et de l'Union soviétique, contre lesquelles la Chine tentait de se défendre autant que possible, compte tenu du fait que sa situation interne souffrait d'un grave déséquilibre, facilitant ainsi l'instabilité des 3 provinces orientales. Cette situation conduira au développement de 2 conflits pendant la période de l'entre-deux-guerres, le conflit sino-russe en 1924 et le conflit sino-japonais en 1931. Comme on le sait, c'est en 1931 que le gouvernement japonais approuva l'intervention de son armée sur le territoire chinois de la Mandchourie. Un an plus tard, ce territoire deviendra un État satellite et recevra le nom de Manchukuo. À ce territoire s'ajouteront d'autres et en 1937 éclatera la guerre contre la Chine. Les Chinois résistèrent vaillamment et malgré le manque d'avions, de canons anti-chars ou d'armes modernes de toutes sortes, ils continuèrent de résister pendant plus d'1 mois. À la fin du mois de février,
Après avoir subi des pertes très considérables, ils furent contraints de se retirer de leur fort dans la baie de Wusung et prirent position à environ 20 km de la côte. Au début de 1932, les Japonais créèrent l'État fétiche de Manchukuo. Un an plus tard, la province chinoise de Jeol fut annexée et les troupes japonaises, s'enfonçant dans des régions sans défense, atteignirent la Grande Muraille de Chine. Cette conduite agressive coïncida avec l'augmentation du pouvoir japonais en Extrême-Orient et avec leur nouvelle position navale sur les océans. Par la suite, la situation de l'armée japonaise n'était guère meilleure. Bien qu'ils fussent encore nombreux en termes d'hommes, ceux-ci étaient dispersés à travers la Chine et l'Asie du Sud-Est, ou languissaient sur des îles éloignées, hors de portée de tout soutien. Les dirigeants japonais les plus sensés commencèrent à chercher un moyen de mettre fin à la guerre, mais leur appareil militaire était trop puissant pour eux. Le haut commandement envoya des renforts depuis la Mandchourie et ordonna de combattre jusqu'au bout, tant à Formose qu'aux Philippines. Là et également au Japon, les troupes étaient prêtes à se battre jusqu'à la mort. L'amirauté japonaise n'était pas moins résolue. S'ils perdaient la bataille imminente pour les îles, ils cesseraient de recevoir du pétrole des colonies néerlandaises d'Indonésie. Cela n'avait aucun sens, disait-il, de maintenir les navires s'ils n'avaient pas de carburant. Prêts au sacrifice, bien qu'avec l'espoir d'obtenir la victoire, en août, ils décidèrent de lancer toute la flotte dans la bataille. Cependant, il était évident que le gouvernement soviétique était résolu à attaquer le Japon lorsque Hitler serait vaincu, ce qui aurait une valeur immense pour raccourcir l'ensemble du conflit. Il était convaincu que les accords conclus concernant les Balkans étaient inégalables. Ce fut le 2 septembre 1945 que Joseph Staline lut ce discours à son peuple. « Camarades, proclama-t-il, la Deuxième Guerre mondiale est terminée. » Le dictateur avait des raisons d'être fier. Son Union soviétique avait triomphé dans le conflit le plus grand et le plus terrible de l'histoire de l'humanité. La nuit allant du 8 au 9 mai de 1945, l'Allemagne s'était rendue. Hitler s'était suicidé auparavant, le 30 avril, tandis que l'armée rouge prenait Berlin d'assaut dans une bataille incroyablement coûteuse qui se prolongea jusqu'au 2 mai. Une semaine plus tard, le 9, se termina le conflit terrestre le plus destructeur de l'histoire. 4 mois plus tard, le Japon suivit l'exemple allemand. Son économie de guerre s'était effondrée, la marine et l'aviation ne pouvaient guère opérer, démantelées par la suprématie américaine par voie aérienne et maritime, et le pays avait été soumis à une attaque aérienne constante depuis juin de 1944. Le 6 août, l'armée de l'air américaine déploya sur Hiroshima une nouvelle et terrifiante arme. Le 9 août, les unités soviétiques se jetèrent en trombe sur la Mandchourie et les soldats de l'armée impériale japonaise présents furent submergés par l'armée rouge. Le même jour, les Américains déployèrent leur deuxième bombe atomique, cette fois sur Nagasaki. Le gouvernement japonais, face à cette offensive simultanée de toutes parts, jeta l'éponge. Le 15 août, l'empereur annonça la reddition. Le 2 septembre, le ministre des Affaires étrangères signa le document officiel. La Deuxième Guerre mondiale était enfin terminée. Sans aucun doute, cela fut un revers dur pour l'Empire japonais, puisque, historiquement, le Japon convoitait depuis longtemps les terres soviétiques, et Staline le savait. Mais il calculait que les impérialistes orientaux n'attaqueraient pas les soviétiques tant qu'ils seraient occupés en Chine. Comme cela fut reflété en août de 1937, lorsque le gouvernement soviétique signa le traité de non-agression mutuelle avec la Chine, avec l'espoir que le cabinet nationaliste chinois bloquerait le Japon afin de l'empêcher de menacer le flanc oriental soviétique. Mais si malgré tout, Tokyo décidait d'attaquer, les soviétiques seraient de près. D'où la déportation des Coréens, que Staline considérait comme une 5e colonne potentielle, des ennemis intérieurs pouvant soutenir les envahisseurs nippons. La participation soviétique à la Deuxième Guerre mondiale débuta en 1937 avec son intervention dans le conflit asiatique, une guerre défensive en Orient. Staline apporta son aide à la Chine et entreprit un nettoyage ethnique ainsi qu'une concentration des troupes pour protéger le flanc oriental. Peu après, en 1938 à 1939, l'armée rouge livra une guerre frontalière,
souvent oubliée mais cruciale, contre le Japon. Bataille du lac Jazan et de Djalingol. Ensuite vint une guerre offensive en Europe, où les Soviétiques se joignirent aux Allemands pour le démantèlement de la Pologne en septembre de 1939. Par la suite, ils attaquèrent seuls la Finlande lors de la guerre d'hiver 1939 à 1940 et annexèrent l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, le nord de la Bucovine et la Bessarabie en 1940. Dans la troisième phase, initiée à l'été de 1941, les Soviétiques revinrent à la défensive lors de leur campagne catastrophique contre les Allemands. La quatrième phase, qui commença au début de 1943, vit la victoire soviétique dans une guerre d'usure contre l'Allemagne et, après la victoire en Europe, une guerre offensive contre le Japon à l'été de 1945. La phase finale consista en la pacification et la réorganisation des territoires. Elle commença par la libération des territoires entamée en 1943 et se termina, dans le noyau central, par l'abolition du rationnement alimentaire en 1947 et la conclusion de la démobilisation de masse en 1948. Pendant ce temps, sur les frontières occidentales, un autre aspect de la guerre soviétique passa au premier plan. La campagne conventionnelle soviétique contre l'Allemagne et le Japon était entrelacée avec une série de luttes civiles contre des groupes de la population, dont certains étaient armés et résistaient, mais beaucoup d'autres n'étaient que de simples civils considérés comme des ennemis du pouvoir soviétique en raison de leur profil sociologique ou national. Le conflit civil continua jusqu'en 1949, lorsque les déportations à grande échelle à l'ouest et la victoire des communistes chinois à l'est mirent fin à la Deuxième Guerre mondiale sowiectique. Bitwa o Mandżurię. Przy użyciu materiałów wybuchowych, plecakowych, miotaczy ognia, butelek z benzyną oraz granatów ręcznych, oddział 1 Szwadronu zabezpieczył około połowy umocnień i stanowisk ogniowych w Szarp o godzinie 5 rano. Oddział 1 Szwadronu z 63. Dywizji Strzelców zajmował umocnienie Oficer położone bezpośrednio przy Szarp i przygotowywał drogę, aby główne elementy dywizji mogły posuwać się do przodu przez szczelinę między umocnieniami Szarp i Per. Radziecki nocny szturm całkowicie zaskoczył Japończyków. Ponieważ moment ataku przypadał na noc, warunki pogodowe oraz styl infiltracji szturmu spowodowały ogólne sparaliżowanie Japończyków. Sowieci szybko odcięli w wielu ważnych sektorach obronnych kluczowe łączności wroga. W ten sposób dowódcy japońscy na wszystkich szczeblach mieli, w najlepszym przypadku, nieprecyzyjny obraz walki. Japończycy nigdy nie odzyskali równowagi po tym początkowym szoku, a ich paraliż i niezdolność do skutecznej reakcji na radzieckie ataki utrzymywały się przez resztę kampanii. Na dowód tego zamieszania szef sztabu III Armii Japońskiej oświadczył, że ofensywa radzieckich sił była tak niespodziewana, że sztab generalny armii w ciągu nocy od 8 do 9 sierpnia aż do godziny 12 dnia 9 sierpnia nie otrzymał ani nie był w stanie uzyskać żadnych informacji na temat tego, co działo się na granicy i jaka była pozycja jednostek. 5. Armia Japońska otrzymała powiadomienie o ataku telefonicznie nieco po godzinie 1. Początkowe raporty z sektorów przygranicznych wspominały o przelotach nad regionem granicznym oraz o radzieckich bombardowaniach japońskich stanowisk w Hutou. 5. Armia zgłosiła incydenty 1. Armii Okręgowej i zwołała szefów sztabów oraz dowódców dywizji na naradę. O godzinie 3 w klubie oficerów Viejo dowódca 5. Armii poinformował zgromadzonych dowódców, że trwają bombardowania artyleryjskie i że element jego radzieckiej piechoty najwyraźniej przekroczył granicę. Podczas gdy Japończycy reagowali na wydarzenia wczesnym rankiem dnia 9 sierpnia, radziecka ofensywa przyspieszała w miażdżący sposób przeciwko armii cesarskiej. Oddziały 1 Szwadronu zakończyły proces przecinania korytarzy przez umocnione japońskie pozycje, nawet gdy jednostki sił głównych zaczynały posuwać się do przodu, tym samym kończąc japońską okupację terytorium Mandżurii.